Bienvenue à tous dans l'antre de la lecture. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre épopée sur l'intégrale de la série de manga Tokyo Ghoul par Sui Ishida. Et c'est parti! Au dernier épisode, on s'était laissé sur le tome 7 de la série qui était pour moi l'un des meilleurs, si c'était pas le meilleur. Et pour petit rappel, la série Tokyo Ghoul par Sui Ishida est une série de mangas japonais en 14 tomes où l'action se situe à Tokyo où des groupes de ghouls affrontent des investigateurs du CCG et Ken Kaneki, un humain moitié homme, moitié ghoul, est confronté à ces deux clans et ce fut un véritable coup de cœur. Donc je sais que d'habitude on parle de livres, de romans, mais cette fois-ci j'ai voulu faire de quoi de spécial, étant donné que j'avais une petite écœurantite de la lecture de romans. Donc ça faisait du bien de faire une petite pause et de se lancer dans une longue série de mangas qui n'était pas quelque chose que je faisais à l'habitude. Donc on se rappelle dans le tome 7 de Ken Kaneki s'était fait enlever, s'est fait torturer et s'est fait réveiller son plein potentiel par une ghoul du nom de Yamori. Maintenant Ken s'est enfui du complexe où il était fait prisonnier et on poursuit l'histoire dans le tome 8. Et tout simplement, dans ce tome, Tuka retrouve son frère Yamato et l'affronte, et quand elle n'est pas capable de le vaincre, Ken intervient et les deux s'enfuient. C'était vraiment simple comme histoire, mais un excellent tome, également un A pour moi. On en apprend beaucoup plus sur les origines de Tuka et de son frère. On voit tout leur flashback quand ils étaient jeunes, que c'est leur père qui les a élevés parce que leur mère s'est fait tuer par un investigateur. Quand leur père meurt, les enfants se retrouvent tout seuls et doivent s'élever par eux-mêmes. Yamato grandit avec une grande haine envers les humains. Il va même rejoindre les méchants à Augury Tree. Tandis que Tuka va prendre un chemin totalement différent, bien qu'elle va un peu se plonger dans la haine, mais quand même va devenir quelqu'un qui s'accroche un peu aux valeurs de son père, qui était beaucoup plus gentil comme ghoul. Et quand Tuka n'est pas capable de battre son frère, qui lui est vraiment déterminé à tuer sa sœur, ben Ken intervient et brise tous les os de Yamato. Ce moment-là était terrifiant parce que Ken, on se rappelle, c'est quelqu'un de vraiment gentil à la base, très doux et là, c'est un véritable badass. Donc, très bon tome. Et enfin, on retrouve le tome que j'ai le moins aimé de la série avec un B+, pour le tome 9. Il y a plusieurs mois qui se passent entre le tome 8 et 9. Les ghouls d'Anteku ont réussi à s'enfuir du complexe. Les agents du CCG ont annihilé le centre des Augury Tree. Donc tout le monde se disperse dans leur coin. Et Amon, plusieurs mois plus tard, est promu investigateur de rang 1 et fait équipe avec la fille de son ex-partenaire meurt en devoir qui s'appelle Akira Mado, qui est très importante dans la série RE, un peu moins dans celle-ci, mais quand même qui reste très importante. Elle est très froide avec lui, et en général, elle a un peu les aspects de son père qui est très sérieuse dans son travail, mais qui est un peu dissociée des autres. Et durant cette heure, t'as Kaneki qui essaie d'en apprendre plus sur le médecin qui l'a opéré, qui a fait de lui un homme moitié ghoul. Et même si j'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant afin de vouloir poursuivre ma lecture de cette belle série, ben le fait qu'on se concentre vraiment la moitié du tome sur les agents du CCG, ça j'ai trouvé ça moyen, surtout que c'est pas le meilleur aspect de la série, les agents. Moi, j'en trouve certains qui sont intéressants, genre Amon, Akira, Mado, Amira aussi, mais ça c'est surtout dans RE. Mais sinon, ça se limite pas mal à ça. Les agents, c'est vraiment pas mes personnages préférés. Et même si plus tard, ça devient intéressant avec Kaneki qui investigue, ben, ça restait pas super cool. Surtout que je pense que c'est dans les tomes qu'il y a le moins d'action. Mais c'est dans ce tome-là que Suzuya reçoit son arme, son king, qui est comme sa faux qui vient du Kagune de Yamori qu'il a récupéré, qui était à peu près... qui était comme un 2% vivant quand il l'a retrouvé. Puis vu que c'était un ghoul dangereux, ben, il a volé son Kagune. Fait qu'il y a comme une arme excessivement forte qui est vraiment iconique à la série également, dans RE surtout, mais là, dans celle-là, elle brille également. C'est là que Suzuya aussi devient un personnage un petit peu plus intéressant, là. Mais sinon, un B+, mais ça restait que c'est le tome que j'aimais le moins. Et on retrouve le tome 10. Rappelez-vous, dans mon autre vidéo, je vous ai dit que mes tomes préférés c'était le 7 et le 10. Eh bien, celui-ci, je crois qu'il y a une
coche de plus qu'au-dessus du 7e. Et dans ce tome-ci, c'est là que Ken et son groupe d'amis ghouls retrouvent enfin la cachette secrète du docteur Kano. Et on en apprend plus sur les expérimentations qui s'y trouvent. Je pense qu'au même moment, il y a même les groupes de CCG qui envahissent la place. Et j'aime que Kaneki apprend de ses défaites, surtout contre le ghoul qui s'appelle Chachi, qui était une personne enfermée dans une des prisons les plus sécuritaires de Tokyo Ghoul, et qui fait partie de Hogwarts, il me semble, et dans leur combat, ben, il se fait péter la gueule plusieurs fois et il essaie d'en apprendre plus sur comment maîtriser l'adversaire. J'aimais la progression des combats, que c'est pas juste il est badass pour être badass, il fait plusieurs erreurs, mais il apprend de celle-ci, et c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même des bons points à amener. Les combats sont vraiment super, surtout quand Ken perd le contrôle et devient le Centipede. Vraiment, les illustrations de ce moment-là sont vraiment belles dans l'horreur. C'est quelque chose de rare quand même. C'est dégueulasse, mais en même temps, c'est épique. Fait que c'est le fun. J'aime beaucoup les expérimentations de Kano, surtout les jumelles. Sont Shiro et Kuro, qui sont des ghouls synthétiques comme Kaneki, mais en moins bien fait, selon le docteur, même s'il arrive quand même à se défendre très très bien contre Suzuya. C'est des personnes qui ont été enrôlées dans l'académie, mais qui ont été manipulées par le docteur afin d'en faire des expérimentations. Donc, excellent tome, même si c'est peut-être une des couvertures que j'aime le moins dans la série. Mais un A+, très très content de l'avoir lu. Une vraie perle dans ma collection. Tome suivant, le numéro 11, on est sur un A une fois de plus. C'est quasiment tout des A à partir de maintenant. Il y en a juste un qui ça va être un A-. Donc pour l'histoire, Kaneki, devenu un véritable monstre, affronte les agents du CCG alors que le docteur Kano s'enfuit de son repère. Je pense que c'est un des meilleurs combats avec celui du dernier tome. Dans sa forme du centipede, Kaneki a l'air vraiment d'un pur monstre et affronte des agents en armure qui sont faits pour les ghouls de rang beaucoup trop élevé pour des agents normaux. Et j'aime qu'un passage après les combats, Ken s'enfuit, il y a un bout où c'est qu'Amon, qui est maintenant le dirigeant de son escouade, avec Akira et une couple d'autres agents que je ne me rappelle pas, à chaque fois il essaie de l'inviter juste pour pas nécessairement sortir avec parce qu'il l'aime, mais juste parce que c'est un peu son devoir de mentor, de bien s'occuper de ses alliés, de les amener au resto, de les faire boire un petit coup, juste pour décanter un petit peu. Mais Akira dit tout le temps non, mais finit à un moment donné par dire oui, et elle boit trop, donc Amon la ramène chez elle. Il n'y a aucun rapprochement, à part quand il finit par la coucher dans son lit. Quand il est sur le bord de s'en aller, Akira veut absolument qu'il reste avec elle. Elle pleure. Elle agit vraiment tough, mais elle a un cœur qui, pas brisé, mais qui se fissure et elle a besoin de quelqu'un afin de recoller les morceaux. Et c'est pour ça qu'Amon décide de rester avec elle toute la nuit, dort à terre après avoir fait des push-ups, s'entraîner. Vraiment pour donner son ange gardien en quelque sorte. Fait que vraiment un bon tome. Couverture cette fois vraiment cool. Tome 12. Kaneki investigue sur Yomo et Yoshimura après les événements du dernier tome. Parce que Yomo a emporté Riz qui était dans des cuves capturées par le docteur Kano. Riz qui, on se le rappelle, était supposément morte. Les éléments avec Yoshimura, le vieux manager de Enteku, on en apprend plus sur son personnage qui se dévoile être extrêmement important. Il est très très lié avec le méchant, mais ça reste un excellent bon papy. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et enfin, Tuka et Ken se retrouvent, puis ils ont été séparés pendant comme 3-4 tomes. J'aime beaucoup leur relation. Je vois qu'ils sont quand même amis, un peu comme Naruto et Sasuke. Il y a Naruto qui est tout le temps après Sasuke, qui l'adore. Il y a Sasuke qui l'aime pas, mais que c'est pas vrai. En fait, il l'aime, mais il veut juste pas le dire. Puis t'as Tuka qui c'est la même dynamique. Elle veut pas s'attacher nécessairement à Ken, mais dès qu'ils se retrouvent pas ensemble, elle se sent pas bien. Quand ils se retrouvent, il y a une bonne alchimie quand même. Même si elle lui pète la gueule. Ça aussi, c'est également présent dans RE. C'était un en moins, c'était le fun, mais c'était pas le meilleur, mais ça restait quand même une très bonne lecture. Avant-dernier tome de Tokyo Ghoul, le tome 13, on est sur un solide A, encore une fois, le voici. Oups là, je peux pas avec mes mains, c'est pas grave. Le voici. Enteku, le café dans le secteur 20, est attaqué par le CCG parce qu'ils comprennent qu'il est mené par The Hall, le méchant de la série. Et c'est alors que Ken va à la rescousse des ghouls qui s'y trouvent. L'action est au top et ça prépare très très bien la série. Je sais pas
grand chose à dire sur ce tome, à part qu'il y a une excellente cumulation de l'action qui s'y trouve, tous les personnages de la série s'y trouvent. Il y a juste un personnage qui est en retrait et c'est Tuka, et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé qu'elle se retrouve avec Ken pour protéger le café. Mais non, il se fait mettre en retrait par Ryomo parce qu'ils veulent se protéger les plus possible les uns les autres, mais j'aurais préféré que Tuka reste avec eux quand même. Donc, dernier tome de la série, tome 14, enfin, un solide A, pas un A+, ça aurait pu, mais il y a des petits éléments qui m'ont accroché, surtout la fin, pour l'histoire très simple, en fait, c'est vraiment le tome 13, partie 2, c'est la conclusion du gros combat entre CCG et les Gourdes de Deku. Ken se retrouve contre Amira, qui est le big boss, entre guillemets, parce que c'est pas lui qui contrôle tout, là, du CCG. On sait qu'il y a une deuxième Howl, une chouette en français, qui rôde, mais on sait pas vraiment c'est qui, et dans celui-là, on apprend son identité, et elle se joint au premier Howl. Je vais pas vous dire exactement c'est qui pour pas vous gâcher les sites surprises, mais son apparence est monstrueuse et rivalise extrêmement bien avec les agents de CCG, les meilleurs qui soient. Son identité également est une bonne surprise. L'affaire, c'est que quand la personne s'est révélée au premier Howl, ben, elle a dit son nom. J'ai pas réalisé c'était qui jusqu'à ce que je fasse des recherches dessus. J'ai fait ah, ok, c'était elle. Donc, c'est le fun, juste que parfois avec les noms, j'étais tellement mélangé que les surprises, ils venaient moins me chercher. À un moment donné, tu vois un tits, A+. Finalement. Le combat avec Amira est vraiment incroyable. On voit pourquoi c'est l'agent le plus craint de tout le CCG, surtout quand il se bat contre Ken. Ken qui en plus, on pensait qu'il était au top du top de sa forme. Et bien, durant ce combat-là, on réalise que pas vraiment. Amira est clairement meilleur que lui, même quand il utilise ses plus grosses formes. Et malheureusement, j'ai trouvé ça quand même plate parce que je pensais que Tuka allait arriver vers la fin, sauver Ken ou sauver peu importe. Et non, elle est absente durant tout le long, elle apparaît comme une page à la fin avec une capuche au loin. Et il n'y a pas vraiment de fin. C'est pour ça que c'est pas un A+, c'est qu'il n'y a pas de véritable fin à la série. Il y a beaucoup de points qui sont pas terminés. Il y a beaucoup de personnages qui sont disparus, mais qui sont pas morts, qu'on a besoin de savoir sont où. Il y a plusieurs points dans le récit qui sont pas clos, donc il faut vraiment que tu lises Tokyo Ghoul RE, et je trouve ça un peu dommage. J'aurais voulu vraiment une véritable fin, et même s'il y a Tokyo Ghoul RE, ben que ça soit une affaire alternative comme je croyais, mais non, c'est vraiment la suite de cette série-là. Mais comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai pas vraiment envie de faire un épisode dessus. C'est bien jusqu'à présent, je suis pratiquement à la fin maintenant, mais ça valait pas vraiment la suite. J'aurais vraiment préféré qu'il termine cette série-là, qui était un véritable coup de cœur, je le répète encore une fois. C'est sûr que je le relis un jour. Ça mélangeait très bien fantastique, horreur, action, des personnages très marquants, des visuels vraiment cool, avec une moyenne pour toute la série d'un solide A, soit 95%. C'est tout pour cet épisode de l'Entre dans la lecture. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous aimez ces vidéos, c'est que je parle de manga, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Même c'est quoi votre série préférée, n'hésitez pas à le dire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Pour le prochain épisode, il va y avoir 4 livres que je vais aborder. Évidemment, un livre de Star Wars, un livre de Patrick Sénécal, le tout dernier livre qui me restait à lire de cet auteur, un livre de Margaret Atwood et de Stephen King. Fait que juste des gros noms pour les prochains épisodes. Restez à l'affût. Donc d'ici là, lisez des livres, vivez pleinement votre été qui commence peu à peu, et je vous dis à la prochaine. Salut!